Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah mais franchement, c'est l'Assemblée nationale qui était hier dans tous ses états, hier et avant-hier. Imaginez, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, eh bien, l'Assemblée nationale vote le rejet de l'article 4 sur le projet de loi contre les dérives sectaires. L'article 4 qui était rédigé, on en a parlé hier longuement, comme vous le savez, dans l'émission, de dire, attendez, on ne peut pas suivre... Il est hors de question, effectivement, d'accepter des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui n'ont rien à voir avec la science, et qui donnent de fausses informations. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il avait très très bien défini dans notre émission Sabrina Agresti-Roubache, l'auteur de ce projet de loi et de cet amendement. Écoutez Sabrina Agresti-Roubache. Juste pour rappeler l'article 4, c'est l'abandon. Alors c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Donc voilà, cette loi, je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste qui soutient cette loi, avec les écologistes. On va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle. Eh bien, elle a réussi. Ils l'ont réécrit ensemble et effectivement, le projet est passé. Il est passé, 236 votants, 224 exprimés, 113 majorités absolues. Alors, au départ, effectivement, c'était les contre qui avaient emporté, et là, 151 pour, 73 contre. On va en parler ensuite avec Nicolas Dupont-Aignan, avec le député Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, que vous connaissez, on va pas le présenter. Mais c'est intéressant de voir que sur les 577 députés, il y avait 236 votants et 224 exprimés. Que faisaient les 300 et plus autres? C'est quand même une question qu'on peut se poser, eux qui sont censés nous représenter et que l'on paye pour ça. Mais on va en reparler. Mais auparavant, alors voilà, parler des gourous, effectivement... la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique, ainsi que la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique lorsque les incitations peuvent s'avérer particulièrement graves pour la santé physique ou psychique. Et qui n'est pas, on l'a dit hier, contre les charlatans et contre les gourous. Mais à qui s'adressait cette loi? Qui visait-on? On se dit, c'est le charlatan et les gourous. Pas du tout. Et c'est Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député, qui, à l'Assemblée nationale, a dit ceci. Écoutez. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé, par exemple, gourou et Raoult, et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant science et Le Pen. Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis? À minima, il y a l'objet de débat. Les délires quasi messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, sur son talent exceptionnel qui l'emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les files ininterrompues de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. S'il vous plaît. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur? Nous n'entendons rien. Voilà, c'était, comme vous l'avez vu, assez mouvementé. C'est intéressant, parce que là, Olivier Véran, il ne s'est pas embarrassé de formules. Le pelé, le galeux, d'où nous vient tout le mal, le Raël, le gourou, le charlatan, c'est Didier Raoult avec son précieux élixir, pendant que nous travaillons, lui, il se fait de l'argent avec ses bouquins, non pas vraiment, et avec les labos. Mais enfin, voilà. Et effectivement, dans cette assemblée, Marine Le Pen lui a répondu très rapidement et il lui a dit ceci. Alors aujourd'hui le débat, puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est monsieur Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi.
Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult? Alors voilà, donc effectivement, ce qui est quand même, quel que soit ce que l'on peut penser de Didier Raoult ou du reste, donc la discussion était centrée sur Didier Raoult. Mais il y a quelque chose de plus intéressant encore. Nous avons retrouvé, d'ailleurs elle est dans les réseaux sociaux, elle est accessible à tous, nous avons retrouvé le témoignage de la personne qui a rédigé l'amendement qui est Sabrina Agresti-Roubache, vous savez, la députée macroniste, et qui a effectivement, comme elle a dit, voilà, c'est pour les gourous qui veulent donner de la soupe à ceux qui ont le cancer et qui croient les guérir comme ça. Eh bien, Sabrina Agresti-Roubache, elle, a été soignée en 2020 à l'IHU de Marseille par le professeur Didier Raoult. Et voici ce qu'écrivait l'auteur, ou l'autrice, si vous voulez, soyons modernes, l'autrice de cet amendement si controversé contre les dérives sectaires. Écoutez Sabrina Raoult en 2020. Écoutez. On m'appelle donc jeudi pour me dire que mon mari et moi étions positifs. Moi avec de gros symptômes, on m'hospitalise. On m'a hospitalisé immédiatement, chloroquine dès le vendredi matin. Vendredi soir, je commençais à me sentir mieux, donc on m'avait dit que j'avais une charge virale très importante, des lésions pulmonaires au scanner. Et samedi matin déjà mieux, mais vraiment mieux, c'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer. Pourtant j'ai l'habitude moi d'avoir des bronchites. Je suis plutôt comme je suis asthmatique, donc disons que je suis plutôt habituée à ce genre de symptômes. Non, ce que vous nous dites, c'est qu'en 24 heures, votre état s'est vraiment amélioré. Est-ce que vous l'attribuez de façon certaine à la chloroquine, ou est-ce que vous avez pris d'autres traitements? Moi, je ne suis pas médecin, mais ce qui est sûr, c'est que ma charge virale, en tout cas samedi, avait nettement baissé. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais plus de symptômes, c'est-à-dire plus de maux de tête, plus de courbatures, quasi plus de fièvre, c'est-à-dire que je tourne maintenant aux alentours de 37,5. Plus de douleurs, quasi plus de douleurs pulmonaires. Une fatigue, mais une fatigue comme si vous sortiez, pour quiconque a eu une grippe ou une bronchite, vous n'êtes pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est une fatigue, on va dire, somme toute normale. Voilà. Alors voilà, elle a été soignée à la chloroquine et elle dit, écoutez, en 24 heures. Alors, il y a une chose la question que je me pose, et d'ailleurs, si Sabrina Agresti-Roubache a envie d'intervenir, évidemment, elle est la bienvenue. N'a-t-elle pas raconté cela à Olivier Véran, à son collègue Olivier Véran, qui lui explique effectivement ce charlatan de Raoult, c'est pas possible. Et voilà que sa collègue, elle a été apparemment, en tout cas c'est elle qui le dit, guérie par les méthodes de l'IHU Marseille-Méditerranée. Intéressant tout cela. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez suivi cela parce que vous êtes à l'Assemblée, vous suivez les votes, vous êtes député de l'Essonne, et franchement, alors il y a eu ce renversement, très bien, de vote, et là on se dit, mais où on est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un bateau qui prend eau de toutes parts, qu'est-ce que ça traduit? D'abord la fréquentation par les députés, deuxièmement ce projet de loi qui est rejeté, et quelques heures après, je sais que c'est légal, mais enfin, on peut se poser la question, qui est accepté. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi je me suis battu toute la nuit de mardi avec d'autres, et on a gagné, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un vote de suppression, parce que il faut quand même bien dire que cet article 4 liberticide, il a été jugé liberticide par le Conseil d'État, il a été supprimé par le Sénat, et il y a une majorité des députés qui l'ont supprimé mardi soir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Les macronistes sont revenus à la charge par un effet de surprise, ils ont mobilisé tout leur groupe, et il y a eu, à mon avis, des complices de la désertion. Il y a d'abord eu des complices, ce sont les socialistes qui ont voté pour. C'est abominable. Ce sont les écologistes
dont certains avaient voté contre le mardi soir et qu'on votait pour mercredi après-midi. Donc les écologistes ont changé d'avis. Et puis, il y a eu la désertion des communistes. Pas un député communiste dans l'hémicycle. Pas un. Une abstention, je crois, et plus de 16 ou 12 absents. L'Elliott, vous vous souvenez l'Elliott, c'est Monsieur de Courson, la réforme des retraites. Oui, il y a eu une voix contre. Une voix contre. Et le reste des abstentions et des absents. Donc, en fait, qu'est-ce qui a dû se passer? Et puis, les LR, les Républicains, il y a eu quand même 24 voix contre, mais il y a eu 36 absents. Ouais. Et côté RN, c'est le groupe qui a été le plus mobilisé. Il y a eu 63 voix pour, mais il y a quand même eu 25 absents. Et dans les non-inscrits, il y a eu 2 contre, votre serviteur, et il y a eu des absents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi, elle est passée par une alliance entre les macronistes et les socialistes et les écologistes. Et par l'abstention des communistes et d'Elliott. Voilà. On aurait mobilisé... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a des intérêts ou de la folie, je ne sais pas, du cynisme, parce que cette loi, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toute la discussion, et vous pouvez reprendre mes vidéos, j'ai expliqué que c'était une loi pour bâillonner la liberté d'expression, mettre fin à la liberté médicale, mettre fin à la liberté du patient de disposer de son propre corps. Et à chaque fois, le gouvernement me disait « mais non, c'est contre les sectes ». Et puis, à la fin, vous avez passé l'extrait de Véran. En fait, c'est une loi qui vise à cibler ceux qui se sont opposés aux injections, qui vise à défendre une science d'État. Mais s'il y avait des juges indépendants, on pourrait retourner l'argumentaire, on pourrait poursuivre Monsieur Véran, parce que Monsieur Véran, en voulant injecter tous les Français avec un produit qui n'empêchait pas la transmission et qui a produit des effets secondaires, on pourrait dire qu'il provoque, que c'est un charlatan, que c'est un gourou, parce que le vrai gourou dans cette affaire, le vrai charlatan, c'est Monsieur Véran. Quant à accuser le professeur Raoult d'avoir gagné de l'argent, c'est tellement bas et faux, puisque le professeur Raoult, justement, est un homme indépendant des laboratoires. Et c'est tellement dégueulasse, si vous voulez, que ça montre à quel point ces gens sont prêts à tout pour inverser les accusations. C'est terrible ce qui s'est passé, mais c'est tellement gros. Je vais vous dire après, moi je suis intervenu de nombreuses reprises, et après il y a eu pire, il y a eu Monsieur Delaporte, un député socialiste qui a perdu la raison, et qui m'a accusé d'avoir offert une place dans les tribunes de l'Assemblée à Madame Palomba, qui, soi-disant, aurait dit que les riches se nourrissaient de paupières d'enfants et de sang. Vous voyez la folie des gens. Non mais les débats étaient des fous. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire. Mais oui, parce qu'en fait, parce que quand on s'est opposé à cette loi, ils ont pensé, avec leurs gros sabots, il suffisait de dire sur toutes les chaînes de télé qu'il y avait un médecin qui avait proposé du jus de carotte à un malade du cancer qui avait abandonné son traitement et qui était mort. Il nous répète ça depuis 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un élément de langage qui a dû être fabriqué par McKinsey et Pfizer. Donc c'est un élément de langage. Et ils ont répété ça. Alors vous allez voir, vous allez rire, parce que vous allez voir la ministre, elle répète ça toute la journée, dans toutes les interviews, depuis des années. Monsieur Véran répète la même chose depuis des années. Donc ça, c'est l'élément de langage. Ils ont tricoté un projet de loi contre les dérives sectaires. Et puis, dans ce projet de loi légitime contre les sectes, personne n'est pour les sectes, bien sûr, ils ont introduit l'article 4. C'est pas un cavalier législatif, c'est un dinosaure législatif. C'est gros comme une maison. C'est un article 4 qui a rien à voir avec les sectes. Mais qui est très grave, parce que cet article 4, avec cet article 4, Galilée n'aurait pas pu s'exprimer. Avec cet article 4, Pasteur n'aurait pas existé. Avec cet article 4, Raoult n'aurait pas existé. L'ivermectine n'aurait pas existé. Donc ça veut dire que c'est une science d'État au service d'industrie pharmaceutique. Alors que la science, c'est le doute, effectivement. Mais alors, il y a une question que je voudrais poser, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous frappe. Alors, moi, c'est le citoyen, et je ne suis pas le seul à penser. Pourquoi, sur un sujet aussi important, et comme vous dites, qui met en cause beaucoup de choses, pourquoi, sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, pourquoi il n'y avait que 236 votants? Et je parle de ça, mais on a vu beaucoup de votes fondamentaux où il y a une minorité de députés. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir législatif aujourd'hui? C'est une honte.
Et il y a 2 raisons à ces absences. Et il ne faut pas les confondre. Il y a une raison, c'est l'absence, et c'est la principale. Par exemple, le groupe communiste et les autres, c'est l'absence Ponce-Pilate. Vous connaissez l'histoire de Ponce-Pilate? Oui. On s'en lave les mains. On s'en lave les mains. On vient pas comme ça. On n'est pas accusé de voter pour, mais on laisse passer le truc. Et c'est pourquoi je persiste à penser qu'il y a eu un deal, bien sûr avec les socialistes et avec les écolos, puisqu'ils l'ont avoué, ils ont dit qu'ils étaient pour. Il y a eu des discours socialistes hallucinants qui me faisaient penser à la loi des suspects de 1793, pendant la Terreur. On a eu un député socialiste, toujours le sieur de Laporte, et puis un autre, qui nous ont dit qu'il y avait une science démocratique. Oui, c'est bien, oui. C'est Lysenko en Union soviétique, ça. Ouais. Ça veut dire, la science démocratique, si j'ai bien compris, c'est vous êtes au pouvoir, vous faites la science. Oui. C'est vous avez tort parce que vous êtes minoritaire. C'est complètement fou. Vous avez donc juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'était André Lénien en 81, absolument. Bon, ça veut dire ça, c'est le début du fascisme et du stalinisme. C'est-à-dire que il y a une science d'État. Et la seconde raison, Nicolas Dupont-Aignan. Et la seconde raison, c'est la nullité, c'est la paresse. Ce sont des nuls qui scandaleusement viennent pas parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas lu. Mais qui n'a pas lu ce texte? C'est scandaleux. Mais moi, je vais vous dire, faut pas prendre les députés pour des imbéciles. Je pense que la plupart des abstentions, elles étaient soit organisées par les groupes, soit laissées faire par les groupes. Parce que si un groupe politique veut que les députés soient là, il peut pas les obliger tous à être là, mais 90% sont là. Ouais, c'est donc, alors j'oubliais tout à l'heure, faut être honnête, LFI a voté contre. LFI a voté contre, avec 46 votants contre, mais il y a eu une vingtaine d'abstentions. Donc, si vous voulez, pour moi, derrière, alors vous allez dire je suis complotiste, mais cette loi, cet article 4, il vise à faire taire en prévision d'une future pandémie. Il vise à conforter l'industrie pharmaceutique. Il vise à conforter la science d'État. Il vise parce qu'ils ont perdu la bataille. Aujourd'hui, tout le monde a compris parce que c'est même Delfrécy qui l'a avoué. Et c'est ce que j'ai dit à Monsieur Véran. C'est quand même extravagant de voir Monsieur Véran nous dire que Raoult est un gourou, alors qu'il a commis un mensonge d'État en faisant croire aux Français que le vaccin protégeait de la transmission. C'était en juillet 2021, la déclaration d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez? Mais Delfrécy, tout le monde sait qui c'est, c'était le président du conseil scientifique. C'est celui qui était sur tous les plateaux télé. Il est passé il y a quelques mois sur France 24. Il a reconnu. Il a reconnu, mais pire, il a reconnu qu'il avait prévenu le ministre de la Santé en mars 2021. Ça veut dire que l'homme de Macron, Monsieur Delfrécy, professeur, qui a enfermé la France, qui a imposé les injections, qui était la caution scientifique, 2 ans après, pour laver sa conscience, dit la vérité à vos confrères de France 24 et charge Monsieur Véran. Et Monsieur Véran, qui devrait quand même avoir le cœur lourd, qui est démasqué, qui est témoin assisté devant la Haute Cour de justice. Monsieur Véran, il revient à l'Assemblée nationale et il fait le malin. Mais vous vous rendez compte? C'est l'assassin qui revient sur les lieux du crime. C'est le Grégory. C'était Grégory là pour le meurtre de la le petit de la jeune fille. Oui, la Vologne. Non, c'est comment il s'appelait celui qui avait tué sa femme et qui manifestait en pleurs à l'enterrement de sa femme? Cédric Jubilard. Non, Jonathan Daval. Ah oui, Jonathan Daval. Non, Jonathan. Voilà. Jonathan Daval, Véran, c'est Jonathan. Véran, c'est Jonathan. C'est-à-dire qu'il est coupable, il est responsable, il vient à l'Assemblée et il organise le vote d'une loi pour faire la censure des gens qui sont libres. Mais dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que ceci n'est pas effectivement, s'il peut le faire et s'il le fait comme il le fait, mais il y a Véran, mais il y a beaucoup d'autres, est-ce que ce n'est pas le fait de quelque chose qui nous frappe beaucoup, c'est la passivité. La passivité, les gens disent oui, c'est comme ça, ils acceptent et rien ne bouge. Je voudrais juste vous faire entendre un auditeur qui voulait réagir. C'est Julien qui nous appelle de Marseille. Bonjour Julien. Oui,
d'Île-de-France, mais c'est pas grave, c'est pas de Créteil. Oui, bonjour Julien. Voilà. Bonjour André, bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Déjà bravo, parce que c'est vrai que vous avez fait votre boulot, et ça c'est quand même, effectivement, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, c'est à saluer. Mais moi je commence à en avoir ras-le-bol de ce gouvernement qui in fine vote, dès que ça ne va pas dans leur sens, ils revotent avec des tours de passe-passe, ou alors avec Madame Borne, ils nous font une vingtaine de 49-3. Et pendant ce temps-là, l'opposition n'est pas là comme c'est commode, ils ont piscine très certainement. Mais là, quelle plus belle preuve que nous avons en fait affaire à une opposition croupion, à des tartuffes. Parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, en fait, en préambule, eh bien, sur tous les sujets, ils veulent faire taire l'opposition. Moi, c'est ça qui m'effraie, si vous voulez, c'est que dès que vous n'êtes pas d'accord avec la doxa de Madame van der Leyen, avec les effets secondaires ou la politique du Covid qui a été mis en place, on pense au Perron, au Oreo Code, aux Parola qui sont censurés, ou à Tucker Carlson pour ce qui est du journalisme, bientôt ce sera un gourou. Pareil pour ceux qui ont dénoncé l'affaire Hunter Biden pour ce qui est en politique américaine. Et alors en politique française, on a un cas d'école qui est fantastique. Monsieur Poutou, Madame Artaud, et alors surtout Monsieur Asselineau, qui est mis dans le formol entre les deux présidentielles. Il y a déjà une censure qui s'établit en France et qui passe crème, puisque les journalistes aujourd'hui ne font, pour une bonne part, hormis vous, qui le faites quand même, effectivement, André Berkoff, mais je suis désolé, c'est des procédés dignes de la Corée du Nord. Alors moi, je commence à en avoir marre, si vous voulez, de cette censure qui est admise, qui est permise, et qui se passe normalement, effectivement, sans aucun équilibre. D'accord. Julien, je voudrais que Nicolas Dupont-Aignan, qui vous a écouté, vous répondre, mais auparavant, peut-être juste une pause, une petite pause, et après nous redonnons la parole à Nicolas Dupont-Aignan. Merci. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nicolas Dupont-Aignan, sans liaison. Vous avez écouté effectivement notre auditeur, et effectivement tout cela, on voit très très bien. Et c'est vrai, et ce qui s'est passé là depuis 48 heures, c'est quand même un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe dans ce pays. Et on se dit, est-ce que tout ça, au fond, c'est une péripétie, c'est du quotidien, on va passer à autre chose, et circulaire, il n'y a rien à voir, ou à votre avis, et je sais que vous êtes sur le front, qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'on se dit, voilà, c'est passé, puis on verra la prochaine pandémie, on verra ailleurs. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est d'abord un pouvoir à bout de souffle, qui, comme tous les pouvoirs à bout de souffle, n'ont que la censure pour survivre. Premier point. La difficulté, et c'est ce que ressent l'auditeur, et c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a très peu de chaînes d'information libres. À part Sud Radio, CNews, et j'en connais peu. Et donc, on a l'impression, et c'est l'objectif, c'est de faire croire à chaque Français qu'il est minoritaire, qu'il est isolé. Parce que quand il allume sa télé, il nous voit jamais. Vous me voyez là parce que j'ai l'habitude de venir sur Sud Radio, mais pas plus que les autres. Vous êtes très équilibré. Pareil, c'est News. Mais donc, le Français, il se dit, mais ce monde marche sur la tête, ce gouvernement est complètement taré, mais je comprends pas, j'entends que des gens qui sont pour lui. Donc, il s'isole. C'est le propre des dictatures. Donc, on a un problème d'information. Et puis, deuxièmement, je suis désolé, c'est pas pour critiquer mes petits camarades, mais on a un problème de courage dans la classe politique. C'est qu'on n'est pas nombreux. Et parce qu'ils ont peur. Et je vais vous dire de quoi ils ont peur. Ce qui m'est arrivé hier. Ils m'ont ciblé. Ils ont peur d'être ciblés par la pensée unique et par les journaux. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier? Après que j'ai combattu pendant des jours, j'ai été chez Hanouna, j'ai été sur CNews, j'ai tempêté dans l'Assemblée, je suis intervenu, j'ai fait l'appel au règlement, j'ai fait tout ce que je pouvais tout seul. Bien sûr. Eh bien, Monsieur Delaporte, le Robespierre du coin, a dit que, oh là, j'étais lié à des gens qui pensaient qu'il y avait des rites pédosataniques. Et il a osé dire, il a osé dire que je pensais que, parce que j'avais invité dans les tribunes de l'Assemblée une dame qui était chroniqueuse chez Hanouna, qui avait dû commenter un sujet et qui avait rien dit de mal. Elle l'attaque en diffamation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ce matin, j'ai un SMS sur mon téléphone, c'est très intéressant, de Libération,
et qui dit « Mais vous n'avez pas eu honte, monsieur Dupont-Aignan, de faire entrer dans les tribunes une dame qui est canonne, comme aux États-Unis ?» Mais j'ai dit « Mais cette dame n'est pas canonne, elle est journaliste. C'est n'importe quoi. D'abord, j'invite dans les tribunes de l'Assemblée des citoyens que je connais pas. Et en plus, elle est tout à fait recommandable et elle n'est pas canonne. » Mais il va faire un article dégueulasse disant que Dupont-Aignan, il est un peu trumpiste, canon, complotiste. Et puis, l'article de Libération va être repris par Le Monde, et puis il va être repris par Télérama, et puis après il va être repris par France Télévisions, et puis après il va être repris par... Ils vont se payer Dupont-Aignan. Ouais. Voilà, Dupont-Aignan, le complotiste. Mais ça n'empêche pas Dupont-Aignan d'être là et d'être plus que là, donc effectivement... Mais voyez la méthode, et voyez pourquoi mes collègues ont peur. C'est parce que mes collègues, ils ont peur. Parce que c'est un régime de terreur médiatique. Mais il va tomber, ce régime. Mais attention, attention, il va tomber que si les gens vont voter. Or moi, hier, j'ai eu un chauffeur de taxi qui m'a dit « Monsieur, je suis écœuré, vous êtes formidable, mais pour la première fois, je vais m'abstenir à la présidentielle. » Mais je lui dis surtout pas, c'est ce qu'ils veulent. Ben bien sûr. Abstention piège à con. J'ai déjà écrit un livre à ce sujet. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h et comme d'habitude 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.